Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques du concours INP 2022, épreuve numéro 2. Exercice 1, question 1, Vandermonde de x1, x2 est égal à x2 moins x1. Si deux des xk sont égaux, on a deux colonnes égales dans le déterminant de Vandermonde, donc il va être nul. Et si je prends ce produit-là, il va y avoir, au moins une fois, il va y avoir xj moins xi égale 0, parce que xi sera égal à xj, donc ça fera 0 aussi. Donc on aura bien l'égalité. Donc en fait, il suffit de la prouver pour xi, pour les xi 2 à 2 distincts. Donc question, ce qui est le cas désormais. Question 2, P de t est égal à ça, donc ça fait ça. On développe par rapport à la dernière colonne. Donc chaque terme qu'il y a ici, chaque t puissance k, va être multiplié par un déterminant d'ordre n-1 pris là-dedans, et c'est-à-dire par un nombre, puisqu'il n'y aura pas de t. D'accord? Donc on obtient à la fin un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Mais on voit que le t à la puissance n-1 il est multiplié en fait par Vandermonde de x1 jusqu'à xn-1, qui est non nul si on suppose tous les xi 2 à 2 distincts, donc ça nous fait un polynôme de degré égal à n-1. Voilà. Ce résultat qu'on veut démontrer là, eh bien, il est vrai, donc ce résultat, il est vrai à l'ordre 1, supposons qu'il soit vrai à l'ordre n, P de t est égal à ça, polynôme de degré, donc on l'a dit, hein, donc ça, donc de degré n, hein. De plus, si k est compris entre 1 et n, pour t égale xk, bah, on va avoir deux colonnes qui seront égales, la colonne k et la colonne n plus 1, et donc on aura P de t qui sera nul. Donc ça veut dire que les xk sont, enfin pour k allant de 1 à n, sont des racines 2 à 2 distinctes de P. Et qu'on a donc P de t égale lambda, facteur de ça, où lambda est un nombre complexe. Le coefficient en xn, bah, ça va être lambda. Et on sait qu'il est égal à ça. Donc P de t va être égal à ça. D'accord? Bon, et maintenant si à la place de t je mets xn plus 1, ça fera P de xn plus 1. Donc ici je mets xn plus 1. Donc je vais avoir ça multiplié par tous les produits des xn plus 1 moins xk, bah, j'obtiens exactement ça. Donc le résultat est vrai à l'ordre n plus 1, donc toujours vrai par le théorème de récurrence. Question 3, on a cette matrice. On va diviser L2, c'est-à-dire la ligne 2 par 2, la ligne 3 par 3, la ligne n par n, et on va obtenir ça. Et évidemment, x2, x3, jusqu'à n, c'est-à-dire factoriel n, déterminant de cette matrice-là, bah, c'est la déterminant aussi de sa transposée. La transposée, on aperçoit Vandermonde de 1, 2, jusqu'à n. Donc ça fait factoriel n, Vandermonde de 1, 2 jusqu'à n. Mais Vandermonde de 1, 2 jusqu'à n, il s'obtient en faisant le produit de 2 moins 1, 3 moins 1 jusqu'à n moins 1, facteur de 3 moins 2, 4 moins 2 jusqu'à n moins 2, etc. Donc des produits comme ça, c'est-à-dire factoriel n moins 1 fois factoriel n moins 2 jusqu'à factoriel 1. Et donc, comme c'est multiplié par factoriel n, je vais avoir déterminant de a qui va être égal à ça. Voilà. Enfin, pour la question 4, ben, on prend z égale exponentielle i pi sur n. Donc comme ça, on a z2 égale exponentielle. Alors, ils sont évidemment 2 à 2 distincts. Et comme ça, on a z2 qui est égal à exponentielle de i pi sur n, que j'appelle oméga. Et je sais que 1 plus oméga jusqu'à oméga à la puissance n-1 égale 1 moins oméga n sur 1 moins oméga, mais ça fait 0. Et donc, j'obtiens que 1, je vais dire, c'est 1 au carré, oméga, c'est z au carré. Puis après, ben, l'autre, je vais dire, c'est z2 au carré, donc ça fait x1 égale 1 pour avoir 1 au carré, x2 c'est exponentielle i pi sur n, donc comme ça fera x2 au carré, x3 ben, ça fait faire exponentielle 2i pi sur n, d'accord, etc. xk va être égal à exponentielle i pi sur n fois k moins 1, xn sera exponentielle i pi sur n, facteur de n moins 1. Donc évidemment, ils sont non nuls, et puis ils sont 2 à 2 distincts, hein, parce que là, on a des exponentielles de i k pi sur n pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Et donc, ils sont 2 à 2 distincts. Et donc, voilà, on a somme des xk carré pour k allant de 1 à n qui est égal à 0. Ça répond bien au problème.
Alors si les xi sont tous non nuls et distincts de 2 à 2, supposons que toutes ces sommes soient nulles. On considère ce déterminant de Vandermonde. Alors évidemment, ce déterminant de Vandermonde est égal à 1 fois ce déterminant-là que j'appellerai D. Je vais le voir ici. Voilà. Mais je vais étudier ça d'une autre façon. Je vais d'abord dire que c'est le produit des différences des coefficients, c'est-à-dire les xj moins xi, et puis les xj moins 0. D'accord? Bon, bah ça c'est nul parce qu'ils sont 2 à 2 distincts, et ça c'est des produits de xk, c'est non nul aussi. Et ça c'est non nul, pardon. Pas que c'est nul, c'est que c'est non nul. Donc, en fait, le déterminant il est non nul. Je vais remplacer la colonne 1 par la somme de toutes les colonnes, c'est-à-dire par C1 plus C2 plus Cn jusqu'à Cn plus 1. Donc ici, je vais obtenir n, là je vais obtenir cette somme qui vaut 0, puis ensuite la somme des carrés qui vaut 0, jusqu'à cette somme-là qui vaut 0 aussi. D'accord? Et donc, en fait, je vais avoir, à la place du 1, je vais avoir n, et sinon que des 0. Donc, je vais pouvoir redévelopper, ça va me faire n fois ce déterminant. D'accord? Mais comme c'est aussi égal à ce déterminant-là, quand on développe par rapport à C1, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce déterminant de Vandermonde, il est égal à n fois ce déterminant, mais qu'il est aussi égal à une fois ce déterminant. Ce qui veut dire que n-1, d est égal à 0, et comme n est supérieur ou égal à 2, bah d est égal à 0. Mais si d est égal à 0, comme v est égal à d, ça veut dire que v est égal à 0. Or, on a dit au départ que v était différent de 0. Donc, une des sommes est non nulle. Exercice 2, si je pose uk égale 1 sur factoriel k à la puissance k, j'ai évidemment norme de uk qui est égale à 1 sur factoriel k norme de a puissance k, mais par une récurrence évidente, du fait que norme de a fois b est inférieure ou égale à norme de a fois norme de b, je vais obtenir norme de a puissance k qui est inférieure ou égale à norme de a à la puissance k. Et si j'appelle petit a ce truc-là, bah, je sais que la série réelle somme des ak sur factoriel k, elle est convergente à nouveau exponentielle a. Donc la série somme des uk est absolument convergente, mais on est dans un espace vectoriel normé de dimension finie, n2. Donc il est complet cet espace, et donc cette série qui est absolument convergente va être convergente. Continuité maintenant, l'application qui a A appartenant à Mn de R associe A exposant n est continue pour n appartenant à n. En effet, cette application-là est bilinéaire dans Mn de R2 qui est complet, donc elle est continue. A donne A exposant 0 égale identité continue, c'est une fonction constante. Supposons que A donne A exponentielle n soit continue, alors A exponentielle n plus 1 c'est phi de A à n, mais A donne A est continue, A donne A exposant n aussi, donc A donne le couple est continu, et par composition A donne A exposant n plus 1 est continu, donc c'est toujours vrai par récurrence. Mais on n'était pas obligé de redémontrer ça, on pouvait dire directement ça. Donc ça c'est continu. Et pour R positif et norme de A inférieure à R, on a ça. D'accord? Et donc, qui reste vrai d'ailleurs pour A, oui, c'est ça. Et, pardon. Et cette série-là est convergente. Donc la série somme de 0 à plus l'infini de 1 sur n factoriel A exposant n est normalement donc uniformément convergente sur cette boule, parce que, donc uniformément convergente parce que l'espace est complet. Donc A donne exponentielle A et continue, car les A donnent 1 sur factoriel n, A exponentielle n sont continues. Question 7, un de 0 est égal à 0, enfin je pose ça, et un de h est égal à ça. Si h est différent de 0, pour h différent de 0, norme du un de h est inférieur ou égal, hein, ça c'est évident, et si je me place dans la boule, ça va être inférieur ou égal à r à la puissance n-1 sur factoriel n, qui reste vrai si h égale 0.
Alors comme cette série-là est convergente, bah, on en déduit que la série des UN de H est normalement, donc uniformément convergente. Comme les UN sont continus, donc là il aurait fallu dire hein, que somme, ça c'est une série convergente. Comme les UN sont continus pour H, norme de H différent de 0, c'est-à-dire H différent de 0, et que limite de H puissance n, voilà, là je pouvais me contenter de mettre H différent de 0, et que limite de H puissance n sur factoriel n est égale, quand H tend vers 0 est égal à 0, c'est-à-dire est égal à UN de 0, on en déduit que les UN sont aussi continus en 0, donc ils sont continus sur toute la boule, là. Et donc, somme de UN de H est continue. Pourquoi? Parce que on avait une convergence uniforme. D'accord? Donc, une série de fonctions continues plus convergence uniforme, ça nous donne une somme qui est continue. En particulier, elle est continue en 0. Et donc, limite, quand H tend vers 0, de somme des UN de H de 2 à l'infini est égale à ça, c'est-à-dire à 0. Voilà, exponentielle de 0 plus h moins exponentielle de 0 peut s'écrire exponentielle h moins identité. Hein, c'est évident qu'exponentielle de 0, ça fait identité. Hein, c'est somme des a puissance n sur factoriel n, mais quand je remplace a par 0, il reste que identité. Donc ça fait la somme, quand je fais la soustraction, j'enlève, ça fait cette somme-là. Voilà, donc ça fait h plus somme de 2 à plus l'infini, parce que le premier terme ici c'est h, de 2 à l'infini de hn sur n factoriel. Ça, je l'appelle u de h, et u de h, je remarque que pour h différent de 0, c'est égal à norme de h, donc ça c'est pour h différent de 0. Hein. Norme de h, epsilon de h, ou epsilon de h, bah, ça va être cette série-là divisée par norme de h, c'est-à-dire la série des un de h, qui tend vers 0. D'accord? Donc epsilon de h est égal à i plus h, plus norme de h, epsilon de h, parce que ça reste vrai si h est égal à 0, parce que dans ce cas-là, exponentielle 0 est bien égal à l'identité. Donc c'est vrai ça, quel que soit h, et ça montre, puisque ça c'est une application linéaire, c'est l'identité, hein, et que ça tend vers 0, bah, ça montre que l'exponentielle est différenciable en a égale 0, que sa différentielle, c'est l'identité de h, c'est-à-dire la fonction qui a h appartenant à mn de r, l'identité de mn de r, qui est la fonction qui a h appartenant à mn, associe h appartenant à n. Question 8, pour a appartenant à... Alors, a appartient à Sn, c'est évident, hein, elle est symétrique. Hein. Et puis, bah, je regarde le polynôme caractéristique qui est égal à ça. J'additionne, je remplace ici la colonne 1 par C1 plus C2 plus C3, hein, c'est-à-dire C1 plus C2 plus C3 donne C1. D'accord? Et à ce moment-là, j'obtiens ça. Donc je sors celui-là, il ne reste plus que ça. Et puis là, ce que je peux faire, c'est L2 moins L1 et L3 moins L1. Donc je vais obtenir ça. Et je développe par rapport au premier, ça fait donc, alors fois ça bien sûr, hein. Donc ça va faire ça fois 1 fois ça, moins ça, c'est-à-dire a moins b moins lambda au carré. Donc j'obtiens ça. Et là, je vois que les valeurs possibles pour lambda, alors là, on a une matrice symétrique, hein, n'oublions pas qu'elle est diagonalisable, hein, d'accord? Elle a des valeurs propres. Hein. Et bien ça me donne comme valeur propre possible a plus de b, et puis ici a moins b. On veut qu'elles soient positives, ben, elles sont positives si et seulement si a plus de b est supérieur ou égal à 0, et a supérieur ou égal à b. On calcule j au carré, qui fait 3j. Alors j puissance 1, c'est égal à 3 puissance 0j. Supposons que j puissance n soit égal à 3 puissance n moins 1j pour n supérieur ou égal à 1. Alors j puissance n plus 1 égale jn fois j égale 3 puissance n moins 1j fois j, ce qui fait 3 puissance n moins 1j2, donc 3 puissance n moins 1 fois 3j égale 3 puissance nj, donc c'est vrai à l'ordre n plus 1, donc toujours vrai pour n supérieur ou égal à 1. C'est faux pour n égale 0, parce que j puissance 0 n'est pas égal à 1 tiers de j. Voilà. Donc d'après le théorème de récurrence, on a ça qui est vrai pour tout n supérieur ou égal
A moins BI3 plus BJ, je vous laisse vérifier que ça fait bien A, ne me demandez pas. Donc exponentielle A est égale à exponentielle de ça. Mais comme I3 et J commutent, I3 fois J égale J fois I3 égale J, ces deux-là commutent aussi, donc on va pouvoir séparer en deux exponentielles, et on calcule l'exponentielle A moins BI3 qui est égale à ça, et comme I3 à la puissance n ça fait I3, eh bien j'ai la somme de ça fois I3, c'est-à-dire exponentielle A moins B I3. Et puis pour l'autre, eh bien ça fait ça. Et J puissance n, alors là je sépare le cas n égale 0 du cas n supérieur ou égal à 1, pour lequel je peux remplacer J puissance n par 3 puissance n moins 1 J. Je remplace le 3 puissance n moins 1 par 1 tiers de 3 puissance n. Et là, comme je démarre à 1, ben, j'enlève le terme. Je dis que c'est somme de 0 à l'infini moins le terme où n est égal à 0, c'est-à-dire moins 1. Et donc je trouve exponentielle 3b moins 1. Donc ça fait I3 plus 1 tiers d'exponentielle 3b moins 1 J, bien sûr. Donc exponentielle A est égale à exponentielle A moins B I3 multiplié par I3 plus 1 tiers de exponentielle 3b moins 1 J, je peux développer. Bon, je vous laisse vérifier, ça fait ça. Et donc ça, je pose bêta est égal à ça, et je me débrouille pour que alpha moins bêta fasse exponentielle A moins B. Autrement dit, la bêta, je rajoute exponentielle A moins B, donc ça fait alpha égale ça. De cette façon, si je considère B égale cette matrice-là, qui est symétrique, eh bien je vois que alpha moins bêta I3 plus bêta J est égal à exponentielle A. Et donc exponentielle A, ce qui donne la matrice B, appartient à S3. Et maintenant, si je regarde alpha plus 2 bêta, ça fait exponentielle 2b plus A positif, et alpha moins bêta égale exponentielle A moins B positif. Donc j'en déduis que A appartient à S3+. Voilà. Question 10. L'application qui a M associe M fois P-1 est continue car linéaire, on est en dimension finie. Idem pour celle-là, donc idem pour G rond F. Donc l'application qui a M associe P fois M fois P-1 est continue. Si A appartient à Sn+, il est symétrique, donc diagonalisable, donc semblable à une matrice diagonale D. Donc il existe P inversible tel que l'on est ça. Et donc, ça c'est équivalent à ça bien sûr. Exponentielle A, ça nous fait somme de 0 à l'infini de 1 sur factoriel n, PD P-1 à la puissance n, mais ça par une référence simple, on a PD P-1 puissance n qui fait P d puissance n P-1, et donc exponentielle A qui est égale à ça. Maintenant si je fais P fois exponentielle d P-1, ça va faire ça fois ça fois ça. Ça, je peux faire passer P de l'autre côté, ça fait somme de ça fois ça. Et donc là, je fais passer P-1 de l'autre côté, et je trouve que ça fait exponentielle A, qui est donc égal à P exponentielle D P-1. Donc exponentielle A et exponentielle D sont semblables. Diagonale. Donc quel que soit K, D puissance K est égal à ça. Donc la somme de D puissance K sur factoriel K va être une matrice diagonale. D'accord ? Dont le terme alpha j sera égal à la somme de lambda j à la puissance k sur factoriel k, qui tend vers exponentielle lambda j quand n tend vers plus l'infini. Donc, cette limite de ça quand n tend vers plus l'infini, ça va nous faire la matrice diagonale avec des exponentielles lambda j sur la diagonale. Donc des valeurs propres toutes positives. De plus, d est symétrique car diagonale, donc exponentielle D va être symétrique, exponentielle D, voilà. Donc exponentielle D appartient à Sn+. Exponentielle A et exponentielle D sont semblables, de même valeur propre, donc exponentielle A a des valeurs propres positives. De plus, on a vu qu'exponentielle A est égale à P-1 exponentielle D P. A est symétrique, donc les A puissance 4 aussi, quel que soit K, c'est évident. Donc cette somme-là, Sn, va être symétrique, et la transposée de Sn va être égale à Sn. Si Sn, si je note Sn IJ, les termes de donc ligne I, colonne J, de Sn,
eh bien je vais avoir SNJ égale SNJ, quel que soit IJ. Exponentielle A, c'est la matrice SIJ, où les SIJ, c'est les limites des SNJ, donc les limites des SNJ, et donc ça fait pareil que SJ, quel que soit J. Donc exponentielle A est symétrique. J'aurais pu aller plus vite, hein, et admettre que directement, puisque A était symétrique, exponentielle A était symétrique. Donc il est symétrique avec des valeurs propres toutes positives, hein, donc A est symétrique. Donc comme ces valeurs propres sont positives, il appartient à Sn+. Question 11, exponentielle A est égale à ça, appartient à S3. Comme A appartient à S3, A est supérieur ou égal à B, donc exponentielle A est supérieur à exponentielle B, de plus exponentielle A plus 2 exponentielle B est supérieur à 0. Donc EA, cette matrice-là, qui est symétrique, hein, c'est évident, vérifie ça, et donc elle appartient à S3+. Question 12, j'ai D qui est égal à ça avec des lambda I positifs, TY, DY est égal à ça, est égal à la somme des lambda K, YK au carré positif, car tous les lambda K sont positifs. A appartient à Sn, donc diagonalisable dans une base orthogonale TP fois P égale IN, c'est-à-dire TP égale P-1. A est égal à P-1 dP, où D est comme ça, X appartient à Mn1 de R, je pose Y égale Px, donc X égale P-1Y, c'est-à-dire TPY. Tx à X va être égal à T-P-1Y, P-1 dP, P-1Y. Ça fait TY, TP-1, TP-1, comme P-1 c'est pareil que TP, ça va faire TY fois P, P-1, D, alors ça fait l'identité Y. Ça fait l'identité, j'obtiens TY, DY, voilà. Donc si A appartient à Sn+, tous les lambda I sont positifs, TY, DY sont positifs, donc je vais avoir Tx à X positif. D'accord? Implique Tx à X positif. Réciproquement, si Tx à X est positif, quel que soit X, bon, moi je reprends toutes ces notations-là, TY, DY, et qui est égal à Tx à X va être positif, quel que soit Y appartient à Mn1. Parce que, en fait, pour tout Y, je vais prendre ici le X qui sera égal à P-1Y. Donc, je vais obtenir ça, quelles que soient les valeurs que je mets pour YI. Bon, je vais prendre une valeur égale à 1, les autres égales à 0. Donc, autrement dit, je vais considérer le vecteur YJ de coordonnées delta IJ. Et comme ça, cette somme-là me fera juste lambda J fois 1 au carré, c'est-à-dire lambda J qui devra être positif, quel que soit J allant de 1 à N. Donc, comme la matrice A était symétrique et que toutes ses valeurs propres sont positives, elle appartient à Sn+. Donc, j'ai bien l'équivalence, si A appartient à Sn, eh bien A appartient à Sn+, si et seulement si Tx AX est positif, quel que soit le vecteur colonne. Question 13, M égale alpha plus bêta B, symétrique parce que A et B sont symétriques. Et pour un vecteur colonne X, Tx Mx est égal à Tx alpha A plus bêta Bx, et donc égal à alpha Tx AX. Alors Tx AX est positif et alpha aussi. Hein. Plus bêta Tx Bx, alors lui, X Tx Bx est aussi positif. Alors ils sont positifs parce que A et B appartiennent à Sn+. Et bêta est aussi positif, donc c'est positif, et donc alpha A plus bêta B appartient à Sn+. Alors est-ce que quand A et B appartiennent à Sn+, A fois B appartient à Sn+, la réponse est non, avec cet exemple. Alors ça appartient à S2+, parce que elle est évidemment symétrique, et que A est supérieur à B, et que A plus 2B est supérieur à 0. Alors je prends B égale A, qui donc appartient aussi à S2+, là il y a une petite erreur. AB est égal à A au carré, alors A au carré ça fait ça. 10 est bien supérieur à moins 6, mais A plus 2B égale moins 2, qui est négatif, donc AB n'appartient pas à S2+. Voilà, c'est un contre-exemple. Question 14, A appartient à Sn+, donc on sait, puisqu'elle est symétrique, il existe P, une matrice orthogonale, et D diagonale avec des lambda I positifs, puisque elle appartient à Sn+, donc les valeurs propres sont positives, tel que A égale P, D, P-1, c'est-à-dire P, D, TP.
on prend R égale P fois cette matrice diagonale E composée des racines de lambda I sur la diagonale, P moins 1. Alors R2, je vous laisse regarder le calcul, va être égal à A. De plus, R appartient à Sn, puisque TR est égal, alors il faut tout prendre à l'envers, TR c'est transposé de P-1 fois transposé de E fois transposé de P. P-1 c'est TP, donc ça va faire P. Ça va faire E parce qu'elle est diagonale, P-1. Donc c'est égal à R, donc elle appartient bien à Sn. Puis comme les racines des lambda I sont positifs, R appartient à Sn+. Donc il existe R tel que A égale R2 avec R appartenant à Sn+. Question 15, justement, on prend, puisque A et B sont symétriques, et il existe U et V, puisque A et B appartiennent à Sn+. Il existe U et V appartenant à Sn+, tel que l'on met ça, et on pose C égale A étoile B. AIJ, ça va être le produit de la matrice U par elle-même, donc c'est donné, la matrice A, c'est le coefficient, c'est AIJ. Donc ça fait ça parce que UK est égal à UKI, parce que U est symétrique. De même, BIJ est égal à ça. Alors CIJ, c'est AIJ fois BJ, donc ça fait ça. Et si je regarde CJ, on inverse I et J, et puis on voit tout de suite que ça fait CIJ. Donc C égale A étoile B est symétrique. Maintenant, si je prends X, un vecteur colonne, Cx est égal à YI, avec YI est égal à ça, et TX Cx va être égal à la somme des XI, YI. Donc TX Cx va être égal à la somme pour I est égal à 1 jusqu'à N, des XI facteurs de ça, c'est-à-dire somme pour IJ des CIJ, XI, XJ. Mais les CIJ, c'est ça. Donc ça fait somme pour I et J de cette somme-là, et quand on développe, ça fait somme pour KM, de somme pour IJ. J'aurais pu mettre somme pour KL, IJ de tous ces trucs-là. Et bien tous ces trucs-là, on va les ranger autrement, c'est-à-dire qu'on va échanger, en fait, là c'était IJ, puis là il y avait des KL, on fait l'inverse. Ça fait somme sur KL de somme de... Alors là, pour K et L fixés, je mets tous les trucs en I, puis tous les trucs en J, et donc j'obtiens quelque chose qui dépend de K et de L, quelque chose qui dépend de K et de L, et en fait c'est la même chose. Donc en fait j'obtiens une somme pour KL de AKL au carré. C'est donc positif quel que soit le vecteur colonne X. Donc j'avais la matrice C qui était... Alors la matrice C c'est A étoile B. Je savais déjà qu'elle était symétrique. Je viens de voir que TX et X est toujours positif, donc elle appartient à Sn+. Tout d'abord un oubli, donc on a vu que si AB appartient à Sn+, c'était une question d'avant, il existe UV appartenant à Sn+, tel que A égale U2, B égale V2. Et là on vient de voir que dans cette configuration-là, A étoile B appartient à Sn+. Donc finalement, si AB appartient à Sn+, mais A étoile B appartient à Sn+. Question 16, donc on a ça, A étoile 2 est égal à la matrice des AIJ carré, AIJ c'est les coefficients de A, et par une récurrence évidente, A étoile n égale la matrice des AIJ à la puissance n, quel que soit n appartenant à n étoile. Tn qui est égal à ça, a pour coefficient des TIJ qui sont égaux à 1 plus AIJ sur factoriel 1 plus, etc. Et donc on trouve finalement la somme des 1 sur P AIJ à la puissance p qui converge évidemment vers exponentielle de AIJ quand n tend vers plus l'infini, donc Tn tend vers ce que j'ai appelé E de A quand n tend vers plus l'infini. Question 17, M appartenant à Mn de R, donc j'appelle Fx l'application de Mn de R vers R qui a M associe ça, elle est linéaire donc continue puisqu'on est en dimension finie. Si M appartient à Sn, M appartient à Sn+, équivaut à dire que Tx Mx appartient à R+, quel que soit le vecteur colonne X, qui équivaut à dire que Fx de M appartient à ça, quel que soit le vecteur colonne X, et donc que M appartient à Fx-1 de 0 plus l'infini, quel que soit le vecteur colonne X. Donc Sn+, c'est finalement l'intersection pour X appartenant à Mn1 de R des Fx-1 de 0 plus l'infini. Donc c'est l'intersection d'une
on a une famille et on fait l'intersection. Pour chaque x, fx est continu, 0 plus l'infini est fermé de R, donc fx-1 de 0 plus l'infini est infermé, et donc Sn plus apparaît comme une intersection d'une famille quelconque, enfin de la famille c'est Mna de R, c'est une famille et donc de fermé, d'accord, hein. Eh bien, c'est donc un fermé, puisque c'est une intersection de fermé. Donc Sn plus est une partie fermée de Sn. Et si A appartient à Sn plus, on a vu que A étoile A appartient à Sn plus, et par une récurrence évidente, qui s'appuie sur le fait que A étoile n plus 1 égale A étoile n étoile A étoile n étoile A, eh bien, dans une récurrence facile, on a A étoile n qui appartient à Sn plus, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et pour n égale 0, A étoile 0, c'est cette matrice-là, elle est évidemment symétrique, et si x est un vecteur colonne, AX va être égal au vecteur des sommes, où S est égal à la somme des xk pour 1 à n, et Tx à x va donc être égal au vecteur ligne x1 jusqu'à xn, multiplié par cette colonne-là. Donc ça fera la somme des SXK, et donc ça fera S fois la somme des XK, c'est-à-dire S fois S égale S2 positif. Donc A étoile 0 appartient à Sn plus aussi. Et donc Tn, qui est la somme de A étoile 0, puis ensuite des A étoile P sur factoriel P, va appartenir à Sn plus. D'accord? Alors je ne sais plus où j'ai écrit ça. Voilà, c'est ça, appartient à Sn plus. Bon. Par ailleurs, A, qui est la matrice AIJ, elle est symétrique parce qu'elle appartient à Sn plus. Donc AIJ est égal à AJ, quel que soit IJ. Donc exponentielle AIJ égale à exponentielle AJ, quel que soit IJ. Donc EA appartient à Sn. Et comme Tn appartient à Sn plus et qu'il tend vers EA quand n tend vers plus l'infini, d'accord? Eh bien, comme Sn plus est un fermé, on va arriver dans un fermé. Donc EA appartient à Sn plus. Donc on vient de démontrer que si A appartient à Sn plus, alors E de A appartient à Sn plus, et on a terminé le corrigé.